Bonjour à tous, on commence un nouveau chapitre sur les transferts d'énergie. Donc la première partie va concerner les transferts d'énergie à l'état macroscopique. Mais on va faire des rappels sur ce que c'est qu'un système macroscopique, ce que c'est qu'un système microscopique. On va parler d'énergie du système, dont l'énergie interne, des différents types de transferts thermiques, des flux thermiques et de la résistance thermique des matériaux, et on apprendra à faire un bilan énergétique. On commence par faire un point sur l'état macroscopique ou microscopique d'un même système. Quels vont être les points communs, quelles vont être les différences? Lorsque l'on étudie un système à l'état macroscopique, on le prend en fait dans son ensemble. On va regarder la température de notre système, le volume occupé par notre système, la pression, dans notre système, il y a tellement de molécules qu'on ne va pas regarder molécule par molécule ou atome par atome, on va parler en paquets de molécules qu'on appelle des moles, on le sait depuis la classe de seconde, et notre système, voilà, on l'étudie dans sa globalité. Ça, c'est pour le système macroscopique. Quand on étudie un système à l'état microscopique, au contraire, on va se concentrer sur les atomes ou les molécules qui constituent ce système. On va prendre chaque molécule individuellement et on est capable pour chaque molécule de savoir à quelle vitesse elle va, quelle énergie elle va avoir, etc. Donc ça, c'est quand on regarde un système à l'état microscopique. Ce qui va faire le lien entre le côté macroscopique et le côté microscopique, c'est en fait le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro qui va nous dire combien d'entités ensemble sont considérées dans le cas macroscopique par rapport au cas microscopique. À savoir que le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités de molécules ou d'atomes dans une mole d'entités de molécules ou d'atomes, et ça correspond à 6,02 fois 10 puissance 23. Bon, maintenant qu'on est au point sur l'état macroscopique, l'état microscopique, on va pouvoir parler de l'énergie de notre système, à la fois du côté macroscopique et du côté microscopique. Si on reprend ce que l'on sait sur l'énergie, nous on a vu que l'énergie c'était globalement pour un système macroscopique, c'était son énergie mécanique, à savoir son énergie cinétique plus la somme de ses énergies potentielles. Je rappelle, il existe les énergies potentielles de pesanteur, énergie potentielle élastique, énergie potentielle électrique. Prenons un cas simple où nous on va juste avoir un objet qui se déplace, on va parler de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur par exemple. Pour un système microscopique, on va parler d'énergie interne, notez U. Cette énergie interne, eh bien en fait, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques de chacune des molécules prises individuellement et des énergies potentielles de chacune des molécules prises individuellement aussi. C'est ce qu'on appelle donc l'énergie interne du système puisque ça dépend de l'énergie de chacun des éléments qui constituent ce système. Du coup, l'énergie totale d'un système, ça va être son énergie mécanique, côté macroscopique, plus son énergie interne, côté microscopique. Comme toujours, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la variation d'énergie du système. Cette variation, elle va prendre en compte la variation côté macroscopique et côté microscopique. Du côté macroscopique, comment avoir une variation d'énergie mécanique? Eh bien, on peut élever le système, il va gagner de l'énergie potentielle de pesanteur, ou en perdre si on le descend. De la même façon, on peut agiter notre système en modifiant sa vitesse, on va modifier son énergie cinétique. Dans ce cas-là, c'est le travail qui va être source de cette variation d'énergie mécanique. Côté énergie interne maintenant. Pour avoir une variation d'énergie interne, il va falloir modifier l'agitation des molécules, par exemple. On va chauffer notre système. Dans ce cas-là, on va parler d'un transfert thermique et c'est une histoire de chaleur. Cette chaleur, elle va être trouvée par la formule Q égale M fois C fois delta T. Ça, c'est le transfert thermique mis en jeu lorsqu'il y a une élévation de température, je précise, sans changement d'état, sinon ça complique un petit peu la formule. Alors dans cette formule, M, c'est la masse de notre système chauffé en kilogrammes, C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique en joules par kilogramme par Kelvin, et delta T, la variation de température en Kelvin. Voilà, donc quand on a une variation d'énergie, on aura un côté travail et un côté transfert thermique. Delta E égale W plus Q. On vient de voir que la variation d'énergie interne correspond donc à ce qu'on appelle des transferts thermiques. Essayons d'en savoir un petit peu plus sur ces transferts thermiques. Il existe trois modes de transfert thermique: la conduction,
la convection et les radiations qu'on peut aussi appeler rayonnement. La conduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous placez un objet à proximité de votre source de chaleur, la chaleur va se propager dans votre objet et arriver jusqu'à votre main. Ça n'est pas instantané, il va falloir quelque temps suivant le matériau, mais cette chaleur va être conduite à l'intérieur du matériau, c'est la conduction. La convection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la convection, elle va avoir lieu dans un fluide, donc état liquide ou état gazeux. La matière, hein, à l'intérieur de ce fluide, va se déplacer. La masse chaude va monter, alors que les masses froides vont avoir tendance à descendre. C'est ce qu'on appelle la convection. Le dernier mode de transfert thermique, les radiations ou rayonnements, eh bien tout simplement en produisant de la chaleur, il va y avoir des rayonnements électromagnétiques qui vont se déplacer et amener de l'énergie jusqu'à nos mains qui sont à proximité du feu, d'un radiateur, d'une cheminée, d'une source de chaleur en tout cas. On connaît maintenant les trois modes de transfert thermique et essayons d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe lors d'un transfert thermique. Première chose importante à savoir concernant un transfert thermique, c'est que ce transfert a toujours lieu du chaud vers le froid. Et on va donc parler du flux thermique, c'est-à-dire de cette variation de chaleur pendant un temps donné. Le flux thermique, ça va être donc comme un débit de chaleur, le débit de chaleur sortant, par exemple, d'une maison. Donc si c'est un débit de chaleur, le flux thermique noté par la lettre phi, il va se calculer en faisant la chaleur Q divisée par le temps. Euh, Si on étudie un petit peu au niveau des unités, la chaleur est en joules, le temps est en secondes, ça veut donc dire que le flux thermique, lui, il est en joules par seconde. Et les joules par seconde, c'est des watts. Donc ce flux thermique, il est en fait homogène à une puissance. Ce flux thermique, c'est une grandeur importante. C'est elle qui va traduire les pertes, les déperditions de chaleur d'une maison notamment. Donc on va l'associer à l'isolation d'une maison et on va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur ce flux thermique en fonction de nos matériaux isolants ou pas. De quoi va dépendre ce flux thermique? Bien, il va forcément dépendre dans un premier temps de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, entre un côté et l'autre côté de la paroi. Forcément, plus la différence de température est grande, plus le flux thermique sera grand. Donc on peut penser que le flux thermique sera proportionnel à notre différence de température, notre variation de température. Ensuite, ce flux thermique, eh bien, il va dépendre du matériau. Il y a des matériaux plus ou moins conducteurs ou plus ou moins isolants thermiquement parlant. Il va dépendre aussi de la taille de notre paroi, de la surface de notre paroi. Plus la surface est grande, plus il y aura de pertes. Donc on peut imaginer que notre flux thermique est proportionnel à la surface. Il n'y a pas que la surface qui compte, il y a aussi l'épaisseur de notre matériau. Par contre, là, plus le matériau va être épais, plus on aura une grande épaisseur et moins il y aura de pertes. Donc on peut imaginer que le flux thermique, lui, il est inversement proportionnel à l'épaisseur. Donc ça peut nous donner une formule du type phi égale lambda, lambda qui est la conductivité thermique du matériau, multiplié par la surface divisé par l'épaisseur et multiplié par la variation de température, phi égale lambda S sur E delta T. Le flux thermique qui va donc nous donner une idée générale des pertes thermiques, notamment sur une paroi ou dans une maison, dépend donc du matériau, de la surface, de l'épaisseur et de la variation de température. Cette formule est un peu compliquée, on va voir qu'on peut la simplifier et utiliser la notion de résistance thermique. On va plutôt parler donc de résistance thermique d'un matériau qu'on va noter RTH pour en calculer le flux thermique. Ce flux thermique va du coup s'exprimer sous la formule 1 sur RTH fois variation de température. La résistance thermique équivaut en fait, si on la compare avec la formule précédente, à l'épaisseur divisée par lambda fois S. La résistance thermique va s'exprimer en Kelvin par watt. Je vous ai dit tout à l'heure que la résistance thermique, elle était plus facile, elle est plus simple à utiliser. Pour la simple et bonne raison que lorsque l'on va construire une maison ou une paroi, on ne va pas avoir qu'une seule épaisseur. On va avoir plusieurs épaisseurs de plusieurs matériaux, les uns collés à la suite des autres. Dans ce cas-là, la résistance totale
de notre paroi, ça va être la résistance du premier matériau plus la résistance du deuxième matériau plus la résistance du troisième matériau et ainsi de suite. Donc c'est plus facile d'utiliser cette formule dans ce cas-là que la formule de la diapo précédente. Vous l'avez compris, il va donc exister des matériaux qui vont être conducteurs thermiques. Dans ce cas-là, ils auront une conductivité grande et une résistance plutôt faible, et d'autres qui seront des matériaux isolants thermiquement parlant. Ils auront une conductivité faible et une grande résistance. C'est ce qui fait qu'on a différentes euh, couleurs lorsque l'on va regarder les pertes de chaleur avec une caméra infrarouge ou une caméra thermique par exemple. Ce flux thermique, cette résistance thermique, cette conductivité thermique, on vient de le voir sous le thème de l'application dans une maison des pertes de chaleur, mais ça fonctionne aussi dans les matériaux de type habillement pour savoir quand on va fabriquer un manteau, une doudoune, quand on va fabriquer des vêtements techniques ou quand on veut fabriquer les vêtements de protection contre la chaleur, tout ça aussi va avoir une grande importance. Dernier point de cette première partie sur les transferts d'énergie, on va parler maintenant de bilan énergétique d'un système. Alors un bilan énergétique d'un système, c'est un peu comme les bilans en mécanique. Il y a une méthode, on l'applique et ça fonctionne. Et vous allez voir, promis, c'est beaucoup plus simple que toutes les études mécaniques que l'on a faites. Donc la méthode, c'est quoi? Dans un premier temps, définir le système. Tiens, on a déjà vu ça en mécanique. Notre système, ça va être un fluide, ça va être de l'eau, ça va être un métal, quelque chose qui brûle, etc. Donc, définir notre système. Et ensuite, il faut trouver les transferts d'énergie et le signe de ces transferts d'énergie. Chaque énergie qui va être reçue sera comptée positive, chaque énergie cédée sera comptée négativement. Le plus simple pour bien comprendre et savoir faire un bilan énergétique, c'est de prendre un exemple. Notre exemple, ça va être une clim réversible. Comme ça, on va pouvoir faire le bilan dans les deux sens. Dans le sens où on veut fournir de la chaleur à l'intérieur de la maison ou dans le sens où on veut fournir du froid et donc retirer la chaleur de la maison. Première partie de notre étude, on veut fournir du froid à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire qu'on veut prendre le chaud qui est à l'intérieur de la maison et le faire sortir à l'extérieur. Appliquons tout simplement la méthode. Dans un premier temps, je définis mon système. Mon système, c'est quoi? Eh bien, c'est le fluide qui est contenu à l'intérieur de la clim réversible. Ce fluide, lui, il va absorber, il va prendre la chaleur de l'intérieur de la maison. Il va donc recevoir la chaleur de l'intérieur de la maison et il va la ressortir vers l'extérieur. Et pour fonctionner, il va y avoir un compresseur qui va amener un travail mécanique à ce fluide. Du coup, dans notre diagramme pour faire le bilan d'énergie, on a bien un transfert thermique Q1 entre l'intérieur de la maison et le fluide, un transfert thermique Q2 entre le fluide et l'extérieur de la maison, et un travail entre le compresseur faisant fonctionner la clim et notre fluide. Le bilan énergétique, c'est donc la variation d'énergie subie par le fluide. On doit faire attention aux signes de chacun des transferts d'énergie. Le travail est positif. Q1 est positif puisque ce sont les énergies reçues par le fluide. Par contre, Q2 portera un signe négatif. On va se retrouver avec delta E égale W plus Q1 moins Q2. Ça, c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique de notre clim. Faisons maintenant fonctionner la clim dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on veut puiser la chaleur de l'extérieur pour la ramener à l'intérieur, on veut chauffer la maison. Dans ce cas-là, nous allons avoir toujours le même système. Notre système, c'est le fluide. Les échanges thermiques, eux, vont avoir lieu, mais dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. On a toujours un transfert thermique entre l'intérieur et le fluide, et entre l'extérieur et le fluide, et évidemment, toujours le travail amené par le compresseur. On fait le bilan des énergies et qu'on regarde les signes, on va avoir le travail toujours positif puisqu'il est amené au fluide, le transfert thermique Q2 qui lui devient positif, par contre le transfert thermique Q1 est négatif et on se retrouve avec delta E, la variation d'énergie, égale W moins Q1 plus Q2.
Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une méthode, on l'applique, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on faisait en mécanique et on est maintenant au point sur notre première partie du chapitre sur les transferts d'énergie. Il nous reste à faire tout un tas d'exercices pour vérifier que chacune de ces notions est bien acquise avant de pouvoir passer à la deuxième partie de ce chapitre qui est sur des notions légèrement plus abstraites.